Un homme refuse d'épouser la femme la plus lourde de la ville. Mais un testament secret change tout. Avez-vous déjà entendu parler d'une décision qui change complètement la vie de quelqu'un? Cette histoire commence avec un homme obsédé par les apparences et la richesse. Mais lorsqu'un secret inattendu est révélé, tout ce qui lui tient à cœur est bouleversé. Restez avec nous pour découvrir comment un coup du sort l'oblige à repenser ce qui compte vraiment. Avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires incroyables comme celle-ci. À 35 ans, John avait bâti un empire financier qui faisait l'envie de tous. Ses yeux d'un bleu acier scrutèrent le monde avec une intensité qui glaçait le sang de ceux qui osaient croiser son regard. Ses costumes sur mesure, toujours impeccables, semblaient être une armure le protégeant des émotions du commun des mortels. Chaque matin, John se levait à l'aube, son réveil sonnant à 5h30 précises. Il commençait sa journée par une séance d'exercice rigoureux dans sa salle de sport privée, équipée des dernières machines high-tech. Pendant qu'il courait sur son tapis roulant, ses yeux fixaient l'écran mural où défilaient les cours de la bourse en temps réel. Pour John, chaque seconde comptait, chaque mouvement devait avoir un but, une finalité mesurable en dollars. Après une douche rapide et un petit déjeuner frugal, un smoothie protéiné et des œufs blancs, John s'engouffrait dans sa Aston Martin rutilante. Le vrombissement du moteur était pour lui une musique plus douce que n'importe quelle symphonie. Sur le trajet vers son bureau au centre-ville, il dictait déjà des ordres à son assistant virtuel, planifiant sa journée à la minute près. Le building qui abritait le siège de Blake Enterprises dominait le paysage urbain de la petite ville. Une tour de verre et d'acier qui semblait défier les lois de la gravité, tout comme son propriétaire semblait défier les lois de l'humanité. Dans le hall d'entrée, un silence respectueux s'installait à chaque fois que John traversait l'espace. Les employés, tels des courtisans devant un roi, écartaient sur son passage, osant à peine respirer. Dans son bureau au dernier étage, John contemplait la ville qui étendait à ses pieds. Pour lui, ce n'était pas une communauté, mais un échiquier géant où chaque pion avait sa place et sa valeur. Il se voyait comme le roi de ce jeu, manipulant les pièces à sa guise pour accroître sa fortune et son pouvoir. Malgré tout ce succès, un vide persistant habitait John. Une insatisfaction profonde qui le rongeait de l'intérieur, comme une rouille invisible attaquant les fondations d'un édifice en apparence indestructible. Il était constamment à la recherche de quelque chose de plus grand, de plus impressionnant, de plus parfait. Cette quête incessante de la perfection étendait à tous les aspects de sa vie, y compris sa recherche d'une épouse. Pour John, le mariage était qu'une autre transaction commerciale, un contrat à négocier avec soin pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques. Il avait établi une liste de critères stricts pour sa future épouse. Elle devait être d'une beauté exceptionnelle, issue d'une famille fortunée, dotée d'une éducation irréprochable et, surtout, être malléable à ses désirs. L'amour, dans l'esprit de John, était qu'une illusion pour les faibles, un concept inventé pour vendre des cartes de vœux et des films à l'eau de rose. Un soir, alors que John dînait seul dans le restaurant le plus chic de la ville, sa tante Margaret, une femme d'un certain âge au regard perçant et à la langue acérée, vint s'asseoir à sa table sans invitation. « John, mon cher neveu, commença-t-elle, sa voix mielleuse contrastant avec la dureté de son regard. Quand vas-tu enfin te décider à te marier? Tu n'es plus tout jeune, et la lignée des Blake a besoin d'un héritier. » John reposa lentement sa fourchette, son visage un masque d'indifférence calculée. « Ma chère tante, » répondit-il d'une voix glaciale, « je ne vois pas en quoi ma vie personnelle vous concerne. Le mariage n'est pas une priorité pour moi en ce moment. » Margaret laissa échapper un rire sans joie. « Pas une priorité? Mon garçon, tu passes ton temps à accumuler de l'argent et du pouvoir. À quoi bon tout cela si tu n'as personne avec qui le partager? Regarde autour de toi. Il y a tant de belles jeunes femmes qui seraient ravies de devenir Madame Blake. » John balaya la salle du regard, son expression dédaigneuse. « Aucune de ces femmes ne répond à mes critères, tante Margaret. Je ne me contenterai pas de moins que la perfection. »« La perfection ?» s'exclama Margaret, secouant la tête avec désapprobation. « John, la perfection n'existe pas. L'amour, c'est accepter les imperfections de l'autre et grandir ensemble. L'amour ?» John laissa échapper un rire froid. « L'amour n'est qu'une chimère, tante Margaret. Un mariage réussi est basé sur des intérêts communs et des avantages mutuels, pas sur des sentiments éphémères. »
Margaret se pencha en avant, baissant la voix. « Et que dirais-tu de Mary Anderson? Elle vient peut-être d'une famille modeste, mais c'est une jeune femme charmante avec un cœur en or. » À la mention de Mary Anderson, John ne put s'empêcher de grimacer. Mary était connue dans toute la ville pour sa gentillesse et sa générosité, mais elle était aussi, sans aucun doute, la femme la plus corpulente de la région. L'idée même être associée à elle révulsait John. « Mary Anderson » cracha-t-il, ne prenant même pas la peine de cacher son dégoût. « Cette baleine? Vous plaisantez, j'espère. Je préférerais encore rester célibataire toute ma vie plutôt que d'épouser quelqu'un comme elle. » Les mots de John, prononcés plus fort qu'il ne l'avait voulu, attirèrent l'attention des tables voisines. Un silence gêné s'installa dans le restaurant, brisé seulement par le tintement des couverts contre la porcelaine fine. Margaret se leva lentement, son regard empreint d'une tristesse mêlée de déception. « Ah, John Blake, » dit-elle d'une voix basse mais ferme, « tu es peut-être riche en argent, mais tu es pauvre en esprit. Un jour, tu comprendras que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence ou à son compte en banque. J'espère simplement que ce jour-là, il ne sera pas trop tard. » Sur ces mots, elle tourna les talons et quitta le restaurant, laissant John seul avec son repas à moitié terminé et un sentiment de malaise qu'il n'arrivait pas à identifier. Les jours suivants, les paroles de sa tante continuèrent à résonner dans l'esprit de John, comme un écho lointain qu'il n'arrivait pas à faire taire. Il les repoussait, les enfouissait sous des couches de travail et de transactions financières, mais elles revenaient le hanter dans les moments de calme, dans le silence de sa grande maison vide. Un matin, alors qu'il traversait le parc central de la ville pour se rendre à son bureau, John aperçut Mary Anderson. Elle était assise sur un banc, entourée d'enfants auxquels elle lisait une histoire. Son visage rayonnait de joie, ses yeux pétillaient d'une lumière que John ne comprenait pas. Les enfants riaient, captivés par son récit, indifférents à son apparence physique. Pendant un bref instant, John sentit quelque chose remuer en lui. Une émotion qu'il ne reconnut pas immédiatement. Était-ce de l'envie? Non, impossible. Que pourrait-il envier à cette femme qui n'avait rien? Et pourtant, il y avait quelque chose dans la scène devant lui qui le troublait profondément. Secouant la tête pour chasser ses pensées importunes, John accéléra le pas. Il avait des affaires importantes à traiter, des millions à gagner. Il n'avait pas le temps de s'attarder sur des sentimentalités ridicules. Ce qu'il ignorait, c'est que le destin avait d'autres plans pour lui. Des plans qui allaient bientôt bouleverser son monde soigneusement ordonné et le forcer à remettre en question tout ce en quoi il croyait. Le soleil se levait à peine sur la petite ville, baignant les rues d'une lumière dorée, lorsque le téléphone de John Blake sonna. Le son strident brisa le silence de sa chambre spacieuse, le tirant brusquement de son sommeil. John tendit la main vers la table de nuit, tâtonnant à la recherche de son smartphone dernier cri. Ses yeux, encore embués de sommeil, se plissèrent face à la luminosité de l'écran. Le nom qui s'affichait le fit froncer les sourcils. Maître Dufresne, le notaire de la famille. John Blake, répondit-il d'une voix encore rauque de sommeil, mais déjà empreinte de son autorité habituelle. Monsieur Blake, bonjour. La voix du notaire était grave et solennelle. Non, je suis navré de vous déranger si tôt, mais j'ai des nouvelles importantes à vous communiquer concernant votre oncle William. John se redressa dans son lit, soudain parfaitement éveillé. Son oncle William, le frère aîné de son père, était un personnage énigmatique de la famille Blake. Riche excentrique, il avait coupé les ponts avec la famille des années auparavant, préférant vivre en ermite dans un manoir isolé à la périphérie de la ville. John ne l'avait vu qu'une poignée de fois dans sa vie, la dernière remontant à son adolescence. « Mon oncle ?» demanda John, une pointe de curiosité perçant dans sa voix. « Que lui est-il arrivé ?» Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne, comme si le notaire cherchait ses mots. « Je suis au regret de vous informer que votre oncle William est décédé hier soir dans son sommeil. » John resta silencieux un instant, tentant de jauger ses propres sentiments face à cette nouvelle. Il n'avait jamais été proche de son oncle, et pourtant, l'annonce de sa mort provoquait en lui une étrange sensation de vide. « Je comprends, » dit-il finalement. « C'est regrettable. Y a-t-il des dispositions particulières à prendre ? » « En effet, Monsieur Blake, »
répondit maître Dufresne. Votre oncle a laissé un testament, et vous êtes concerné. J'aimerais que vous passiez à mon étude dès que possible pour que nous puissions en discuter. L'esprit de John s'emballa. Un testament? Était-il possible que son oncle excentrique lui ait légué une part de sa fortune? L'idée d'accroître encore son empire financier fit naître un sourire sur ses lèvres. Bien sûr, maître Dufresne, je serai dans votre bureau dans 1 heure. John raccrocha et sauta hors du lit avec une énergie renouvelée. Il passa rapidement sous la douche, enfila un de ses costumes les plus élégants et quitta sa maison en un temps record. Sur le trajet vers l'étude du notaire, son esprit fourmillait de possibilités. Que pouvait bien contenir ce testament? Quel genre d'héritage son oncle lui avait-il laissé? Et l'étude de maître Dufresne était située dans un vieil immeuble du centre-ville, ses murs de pierre témoins silencieux de générations de secrets familiaux et de fortunes transmises. John gravit les marches 2 à 2, impatient de connaître le contenu du testament. Le notaire l'accueillit dans son bureau, une pièce austère aux murs tapissés de livres de droit. L'homme, d'un certain âge, ajusta ses lunettes sur son nez aquilin avant de prendre la parole. « Monsieur Blake, je vous remercie d'être venu si promptement. Comme je vous l'ai dit au téléphone, votre oncle William vous a mentionné dans son testament. » John hocha la tête, tentant de masquer son impatience. « Je vous écoute, maître. » Le notaire sortit un document d'une enveloppe scellée et commença à lire. « Moi, William Blake, saint de corps et d'esprit, déclare ceci comme étant mes dernières volontés. À mon neveu, John Blake, je lègue l'intégralité de ma fortune, estimée à ce jour à 50 millions de dollars, ainsi que mon manoir et toutes mes possessions. » John sentit son cœur s'accélérer. 50 millions de dollars. C'était bien plus qu'il n'aurait osé espérer. Déjà, son esprit calculait comment il pourrait investir cette somme pour la faire fructifier. Mais le notaire n'avait pas fini. Il éclaircit la gorge et poursuivit. Cependant, ce legs est soumis à une condition sine qua non. John devra se marier dans les 6 mois suivant la lecture de ce testament. De plus, son épouse devra être une résidente de notre petite ville, choisie parmi celles qui y vivent depuis au moins 5 ans. Si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'intégralité de ma fortune sera reversée à diverses œuvres caritatives de la ville. Le visage de John se décomposa. Il fixa le notaire, incrédule, comme s'il attendait que celui-ci éclate de rire et lui annonce que tout ceci n'était qu'une mauvaise blague. Mais le visage de maître Dufresne resta impassible, ses yeux scrutant John par-dessus ses lunettes en demi-lune. « C'est absurde !» s'exclama finalement John, sa voix montant d'une octave sous le coup de la colère et de la frustration. « Mon oncle ne peut pas sérieusement m'imposer une telle condition. C'est du chantage émotionnel. » Le notaire soupira, visiblement habitué à ce genre de réaction. « Je comprends votre surprise, monsieur Blake, mais je peux vous assurer que votre oncle était parfaitement sain d'esprit lorsqu'il a rédigé ce testament. Ses volontés sont claires et juridiquement contraignantes. » John se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le bureau exigu. Son esprit tournait à plein régime, cherchant une faille, une échappatoire à cette situation absurde. « Il doit y avoir un moyen de contester ce testament, » marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour le notaire. Maître Dufresne secoua doucement la tête. « Je crains que non, monsieur Blake. Votre oncle a pris toutes les précautions nécessaires pour rendre ce testament inattaquable. Vous avez le choix. Soit vous acceptez ces conditions, soit l'héritage ira aux œuvres caritatives. » John s'arrêta net dans sa marche, se tournant vers le notaire avec un regard perçant. « Et si je refuse tout simplement cet héritage? Je n'ai pas besoin de l'argent de mon oncle, j'ai bâti ma propre fortune. » Un léger sourire se dessina sur les lèvres du notaire. « Votre oncle avait prévu cette éventualité. Si vous refusez l'héritage, une campagne médiatique sera lancée, révélant publiquement votre décision de priver les œuvres caritatives locales d'un don substantiel. Je n'ai pas besoin de vous expliquer l'impact que cela pourrait avoir sur votre réputation et vos affaires. » John sentit le sang quitter son visage. Son oncle l'avait piégé de toutes parts. Accepter signifiait renoncer à sa liberté, à son mode de vie soigneusement construit. Refuser équivalait à un suicide social et professionnel. Il se laissa tomber lourdement dans le fauteuil face au bureau du notaire, passant une main tremblante sur son visage. « 6 mois, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Il me donne 6 mois pour trouver une épouse dans cette ville de province. C'est de la folie,
Maître Dufresne se pencha en avant, son expression s'adoucissant légèrement. « Si je peux me permettre un conseil, monsieur Blake, peut-être devriez-vous voir cela comme une opportunité plutôt qu'une contrainte. Votre oncle était un homme sage, à sa manière. Peut-être cherchait-il à vous offrir plus que de l'argent. » John releva la tête, ses yeux lançant des éclairs. « Une opportunité? De quoi? De me retrouver enchaîné à une femme que je n'aurais pas choisie, dans une vie que je n'ai pas voulu ?» Le notaire haussa les épaules. « Ou peut-être l'opportunité de découvrir ce que la vie a à offrir au-delà de la richesse et du pouvoir. Votre oncle semblait penser que vous aviez besoin de cette leçon. » Un silence pesant s'installa dans le bureau. John fixait le vide, son esprit en ébullition. Comment allait-il se sortir de ce guêpier? Qui, dans cette petite ville, pourrait correspondre à ses critères exigeants? Et surtout, comment allait-il concilier cette quête forcée d'une épouse avec la gestion de son empire financier? Finalement, il se leva, lissant machinalement son costume. « Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix, » dit-il d'une voix résignée. « J'accepte les conditions du testament. » Maître Dufresne hocha la tête, sortant un document de son tiroir. « Très bien. Voici les papiers à signer pour officialiser votre acceptation. Le compte à rebours des 6 mois commencera dès que vous aurez apposé votre signature. » D'une main légèrement tremblante, John signa le document. En traçant la dernière lettre de son nom, il eut l'impression de sceller son destin. Pour le meilleur ou pour le pire, sa vie allait prendre un tournant inattendu. En quittant LS-études du notaire, John se sentait comme un homme marchant sur un fil au-dessus d'un précipice. D'un côté, la perspective vertigineuse d'une fortune doublée, de l'autre, l'abîme effrayant d'un mariage non désiré. Et le temps, ce sablier impitoyable, commençait déjà à s'écouler. Alors qu'il descendait les marches de l'immeuble, son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de sa secrétaire, lui rappelant une réunion importante avec des investisseurs dans 1 heure. John soupira profondément. Comment allait-il gérer cette quête d'une épouse tout en maintenant le cap de ses affaires? Une chose était sûre, les 6 prochains mois allaient être les plus tumultueux de sa vie. Et quelque part, dans un coin de son esprit, une petite voix qu'il s'efforçait d'ignorer lui soufflait que peut-être, juste peut-être, son défunt oncle lui avait offert plus qu'un simple héritage. Peut-être lui avait-il offert une chance de changer, de grandir, de devenir plus qu'un simple homme d'affaires obsédé par l'argent et le pouvoir. Mais pour l'instant, John repoussait ses pensées. Il avait une réunion à préparer, des millions à gagner et une épouse à trouver. Le jeu était lancé, et John Blake n'avait pas l'intention de perdre. Les jours qui suivirent à la lecture du testament furent un tourbillon d'activités pour John. Entre la gestion de son entreprise et sa nouvelle quête d'une épouse potentielle, il avait l'impression de mener une double vie. Le jour, il était toujours le même John Blake, implacable homme d'affaires, négociant des contrats à plusieurs millions de dollars avec une précision chirurgicale. Mais le soir venu, il se transformait en une sorte de Cendrillon masculine, parcourant les événements mondains de la petite ville à la recherche de sa promise. Cette dualité commençait à peser sur John. Il se sentait comme un acteur jouant un rôle qui ne lui convenait pas, souriant poliment à des femmes qu'il n'aurait même pas regardées quelques semaines plus tôt. Chaque soirée, chaque rencontre organisée par ses relations d'affaires locales était une épreuve. Il scrutait chaque visage, chaque silhouette, à la recherche de celle qui pourrait correspondre à ses critères exigeants, tout en acceptant un mariage de convenance. 1 mois s'était écoulé depuis la lecture du testament, et John n'avait toujours pas trouvé de candidate sérieuse. Le temps filait, inexorable, et la pression commençait à se faire sentir. C'est dans cet état d'esprit, mélange de frustration et de résignation, qu'il se rendit un samedi matin au marché local. John n'était pas du genre à fréquenter ce genre d'endroit habituellement. Il préférait les boutiques huppées et les restaurants étoilés. Mais son majordome était malade, et John avait une envie soudaine de fruits frais pour son petit déjeuner. Ainsi, vêtu d'un costume décontracté, ce qui pour lui signifiait toujours une tenue à plusieurs milliers de dollars, il déambulait entre les étals, observant avec un mélange de curiosité et de dédain les habitants de la ville vaquer à leurs occupations quotidiennes. C'est alors qu'il la vit. Mary Anderson était là, au milieu de la foule, son rire cristallin se élevant au-dessus du brouhaha ambiant. Elle était en grande conversation avec un marchand de légumes, ses yeux pétillants de joie alors qu'elle sélectionnait soigneusement des tomates bien mûres. John s'arrêta net, comme frappé par la foudre.
Ce n'était pas la beauté conventionnelle de Mary qui l'avait figée sur place. Après tout, elle était toujours la femme la plus corpulente de la ville, mais plutôt l'aura de bonheur et de sérénité qui semblait émaner d'elle. Pour la première fois, il la regardait vraiment, au-delà des préjugés et des apparences. Mary portait une robe d'été fleurie qui mettait en valeur ses courbes généreuses, ses cheveux châtains coiffés en une tresse lâche qui tombait sur son épaule. Son visage rond était illuminé par un sourire chaleureux qui semblait contagieux, car tous ceux qui croisaient en son chemin ne pouvaient s'empêcher de lui rendre son sourire. Sans vraiment réfléchir, John se rapprocha de l'étal où se trouvait Mary. Il fit semblant de s'intéresser aux légumes, jetant des coups d'œil furtifs dans sa direction. Mary, absorbée par sa conversation avec le marchand, ne remarqua pas immédiatement sa présence. « Ces tomates sont vraiment magnifiques, monsieur Martin, » disait-elle au vendeur. « Elles feront des merveilles pour la soupe que je prépare pour le refuge. » Le marchand, un homme de âge mûr au visage buriné par le soleil, sourit largement. « Pour vous, mademoiselle Mary, j'ai mis de côté les plus belles. Votre soupe fait des miracles pour nos sans-abri. » John fut surpris par cet échange. Il n'avait jamais vraiment prêté attention aux œuvres caritatives de la ville, les considérant comme des distractions inutiles. Mais ici, il voyait l'impact concret que pouvait avoir la gentillesse d'une seule personne. Perdu dans ses pensées, il ne remarqua pas que Mary S. était tournée vers lui. « Monsieur Blake ?» Sa voix douce le tira de sa rêverie. « Quelle surprise de vous voir ici !» John se redressa, mal à l'aise, comme un enfant pris en faute. « Mademoiselle Anderson, » répondit-il, s'efforçant de garder un ton neutre. « Je ne m'attendais pas non plus à vous croiser. » Mary sourit, ses yeux brillant d'une lueur amusée. « Le marché du samedi est plein de surprises, n'est-ce pas? C'est la première fois que je vous y vois. Vous cherchez quelque chose en particulier ?» John hésita un instant. Devait-il être honnête ou inventer une excuse? Quelque chose dans le regard franc de Mary le poussa à opter pour la vérité. Des fruits frais, en fait. Mon majordome est souffrant, et je me suis dit que je pourrais me débrouiller seule pour une fois. Le rire de Mary résonna à nouveau, mais sans méchanceté. « Eh bien, vous êtes au bon endroit. Venez, je vais vous montrer les meilleurs stands. Monsieur Dubois a des pêches à tomber par terre, et les fraises de Madame Lefebvre sont un vrai délice. » Avant qu'il ne puisse protester, John se retrouva entraîné par Mary dans un tour du marché. Elle le guidait d'étal en étal, saluant chaque vendeur par son nom, échangeant des nouvelles, présentant John comme si était la chose la plus naturelle du monde. Au fil de leur promenade, John se surprit à se détendre. La bonhomie de Mary était contagieuse, et il se retrouva à sourire et à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Elle avait une façon de mettre les gens à l'aise, de les faire se sentir importants et écoutés. « Vous savez, » dit Mary alors qu'ils s'arrêtèrent devant un étal de fleurs, « je suis vraiment désolée pour votre oncle. William était un homme bien, sous ses airs de vieil ours solitaire. » John fut pris au dépourvu. « Vous connaissiez mon oncle ?» Mary hocha la tête, son expression s'adoucissant. « Oh oui, il venait souvent au refuge pour faire des dons anonymes. Nous avons beaucoup discuté au fil des ans. Il parlait souvent de vous, vous savez ?» Cette révélation frappa John comme un coup de poing. Son oncle, qu'il avait toujours considéré comme un excentrique reclus, avait une vie dont il ne savait rien. Et il parlait de lui à des étrangers ? Je ne savais pas, balbutia John, soudain mal à l'aise. Mary posa doucement sa main sur son bras, un geste de réconfort qui le surprit par sa chaleur. Il était fier de vous, à sa manière, mais il s'inquiétait aussi. Il disait souvent que vous couriez après les mauvaises choses dans la vie. John resta silencieux, digérant cette information. Son oncle, cet homme qu'il avait à peine connu, avait peut-être mieux cerné sa vie que lui-même. Ils continuèrent leur promenade, Mary bavardant joyeusement, partageant des anecdotes sur la ville et ses habitants. John écoutait, fasciné malgré lui par cette femme qui semblait connaître et aimer chaque recoin, chaque personne de cette petite communauté qu'il avait toujours méprisée. Alors qu'ils arrivaient à la fin du marché, les bras chargés de sacs remplis de fruits frais et de légumes, John avait insisté pour porter ceux de Mary, ils s'arrêtèrent un instant. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, baignant la place du marché d'une lumière dorée. « Eh bien, monsieur Blake, » dit Mary avec un sourire, « j'espère que cette petite visite guidée vous a plu. »
Le marché est vraiment le cœur battant de notre ville. John hocha la tête, surpris de constater qu'il était sincère lorsqu'il répondit « Était une expérience intéressante. » « Merci pour votre aide, mademoiselle Anderson. » Il y eut un moment de silence, ni gênant ni confortable, juste un instant suspendu où les deux se regardèrent, comme s'ils se voyaient vraiment pour la première fois. « Je devrais y aller, » dit finalement Mary, brisant le charme. « J'ai une soupe à préparer pour le refuge. »« Bien sûr, » répondit John, se ressaisissant. « Je ne voudrais pas vous retarder. » Mary commença à s'éloigner, puis se retourna, hésitante. « Monsieur Blake, John, si jamais vous voulez en savoir plus sur votre oncle ou simplement discuter, n'hésitez pas à passer au refuge. Vous seriez le bienvenu. » Sur ces mots, elle disparut dans la foule, laissant John seul avec ses pensées et ses sacs de course. Il resta là un moment, observant l'agitation du marché d'un œil nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait déstabilisé. Mary Anderson n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Elle était bien plus. Alors qu'il reprenait le chemin de sa grande maison vide, John ne pouvait s'empêcher de repenser à cette matinée inattendue. L'idée de passer au refuge le terrifiait et l'attirait à la fois. Que découvrirait-il sur son oncle? Sur Mary? Sur lui-même? Le testament de son oncle lui revint en mémoire. 6 mois pour se marier, 5 mois restants. Et pour la première fois depuis qu'il avait entendu ces conditions, John se surprit à penser que peut-être, juste peut-être, ce défi N n'était pas une malédiction, mais une opportunité, une chance de voir le monde, et lui-même, sous un jour nouveau. Arrivé chez lui, John déposa ses achats dans la cuisine immaculée. Il prit une pêche, celle que Mary avait choisie pour lui, et y mordit à pleines dents. Le jus sucré explosa dans sa bouche, et avec lui, une myriade de nouvelles sensations et de nouvelles possibilités. John Blake, l'homme qui croyait tout contrôler, se tenait au bord d'un précipice. Allait-il faire le grand saut vers l'inconnu ou se raccrocher à ses anciennes certitudes? Seul le temps le dirait. Mais une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Le lundi matin suivant la rencontre au marché, John se réveilla avec une étrange sensation. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas envie de se précipiter au bureau. Les mots de Mary résonnaient encore dans sa tête. Si jamais vous voulez en savoir plus sur votre oncle, ou simplement discuter, n'hésitez pas à passer au refuge. Il resta allongé un moment, fixant le plafond blanc immaculé de sa chambre. Le tic-tac régulier de l'horloge semblait battre en rythme avec les battements de son cœur, comme un compte à rebours silencieux. 5 mois. Il ne lui restait que 5 mois pour prendre une décision qui allait changer le cours de sa vie. Finalement, John se leva et se prépara mécaniquement. Costume impeccable, cheveux parfaitement coiffés, il était l'image même du succès et de la confiance en soi. Pourtant, intérieurement, il se sentait plus incertain que jamais. Au lieu de prendre sa voiture de sport pour se rendre directement au bureau comme à son habitude, John décida de marcher. Il voulait voir la ville, vraiment la voir. Peut-être pour la première fois depuis qu'il y vivait. Ses pas le menèrent inconsciemment vers le centre-ville, là où se trouvait le refuge dont Mary avait parlé. Était un bâtiment modeste, un peu défraîchi, avec une enseigne simple qui indiquait « Refuge du cœur ouvert ». John s'arrêta devant, hésitant. Devait-il entrer? Que dirait-on si on le voyait ici? Lui, John Blake, l'homme d'affaires impitoyable. Alors qu'il était sur le point de faire demi-tour, la porte s'ouvrit brusquement. Mary en sortit, les bras chargés de sacs de provisions. En le voyant, elle s'arrêta net, surprise. « Monsieur Blake, quelle surprise de vous voir ici !» John se sentit soudain stupide, pris au dépourvu. « Je passais dans le coin », balbutia-t-il, sachant pertinemment que son excuse sonnait faux. Le visage de Mary s'illumina d'un sourire chaleureux. « Eh bien, puisque vous êtes là, que diriez-vous de m'aider à porter ces sacs à l'intérieur? Je vous ferai visiter par la même occasion. » Avant qu'il ne puisse protester, John se retrouva avec les bras chargés, suivant Mary à l'intérieur du refuge. L'intérieur était simple mais accueillant. Des tables et des chaises dépareillées occupaient la plus grande partie de l'espace, et une odeur appétissante échappait de ce qui devait être la cuisine. « Nous servons le petit déjeuner dans 1 heure, » expliqua Mary en le guidant vers la cuisine. « Ces provisions sont pour les repas de la semaine. » John déposa les sacs sur un comptoir,
observant la cuisine animée où des bénévoles s'affairaient déjà. Il se sentait terriblement déplacé dans son costume hors de prix. « Mary, commença-t-il, mal à l'aise. « Vous avez mentionné que mon oncle venait ici ?» Le visage de Mary s'adoucit. « Oui, William était un visiteur régulier. Venez, allons dans mon bureau, nous pourrons parler tranquillement. » Elle le conduisit dans une petite pièce à l'écart, encombrée de dossiers et de photos. John remarqua, accroché au mur, un portrait de son oncle. Il semblait plus jeune, plus heureux que dans ses souvenirs. « William venait ici presque tous les jours », expliqua Mary en s'asseyant derrière son bureau. Au début, C était juste pour faire des dons, mais peu à peu, il s'est impliqué davantage. Il aidait en cuisine, discutait avec les résidents. Je crois que ça lui donnait un sens, une pure pause. John écoutait, fasciné. C était comme si on lui parlait d'un étranger, pas de l'oncle distant qu'il avait connu. Il parlait souvent de vous, continua Mary. Il était fier de votre réussite, mais, encouragea John, suspendu à ses lèvres. Mary hésita un instant. Mais il s'inquiétait. Il disait que vous aviez perdu de vue l'essentiel, que tout votre succès ne vous rendait pas heureux. Ces mots frappèrent John comme un coup de poing. Il voulut protester, dire que son oncle se trompait, qu'il était parfaitement heureux. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Était-ce vraiment de l'inquiétude qu'il avait vue dans les yeux de son oncle lors de leur dernière rencontre, et non du jugement comme il l'avait toujours cru ? « Je ne comprends pas, » dit finalement John. « Pourquoi ne m'a-t-il jamais parlé de tout ça ?» Mary sourit tristement. « Je pense qu'il espérait que vous le découvririez par vous-même. C'est peut-être pour ça qu'il a mis cette condition dans son testament. » John se leva brusquement, submergé par une vague d'émotions qu'il ne comprenait pas. « Je dois y aller. Merci pour ces informations, mademoiselle Anderson. » Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. Sans se retourner, il demanda « Avez-vous besoin d'aide ? Pour le petit déjeuner, je veux dire. » Il y eut un moment de silence, puis la voix douce de Mary résonna derrière lui. « Nous avons toujours besoin d'aide, John. Vous seriez le bienvenu. » John hocha la tête, toujours sans se retourner. « Je vais y réfléchir. » Et sur ces mots, il quitta le refuge, l'esprit en ébullition. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard. John assista à ces réunions, signa des contrats, mais son esprit était ailleurs. Il repensait à son oncle, à Mary, au refuge. Pour la première fois de sa vie, il se demandait s'il n'avait pas fait fausse route. Si tout ce qu'il avait construit n'était pas qu'une façade cachant un vide immense. Ce soir-là, rentré chez lui, John se servit un verre de whisky et s'installa dans son fauteuil préféré. Il observa sa maison immense et impersonnelle, se demandant soudain à quoi bon avoir tout cela s'il n'avait personne avec qui le partager. Son regard tomba sur une vieille photo de famille, prise lors de son dernier Noël avec ses parents et son oncle William. Il ne se souvenait même pas pourquoi il l'avait gardée, peut-être comme un rappel de ce qu'il avait perdu, ou peut-être de ce qu'il n'avait jamais vraiment eu. John prit une décision. Le lendemain, il retournerait au refuge. Non pas pour en apprendre plus sur son oncle, mais pour comprendre ce qui manquait dans sa propre vie. Et peut-être, juste peut-être, pour commencer à combler ce vide qu'il n'avait jamais voulu admettre. Alors qu'il se couchait ce soir-là, John Blake, l'homme qui avait toujours cru que l'argent était la réponse à tout, se demanda pour la première fois ce que ça faisait de vivre pour quelque chose de plus grand que soi-même. Le sommeil le gagna avec cette question, ouvrant la porte à des rêves qu'il n'avait jamais osé faire auparavant. Des rêves de connexion, de sens, et peut-être même d'amour. L'aventure ne faisait que commencer, et John Blake était enfin prêt à l'embrasser.